Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre échange SIAMT d'aujourd'hui. Nous allons évoquer la santé de nos dirigeants. Nous avons prévu justement de vous en parler depuis quelque temps. Selon le dernier baromètre sur la santé de nos dirigeants en 2019, le 5e d'ailleurs, on a eu un chiffre évaluant nos dirigeants qui s'estiment heureux et utiles à 93%. À cela s'ajoute le stress quotidien à 70% pour certains d'entre eux, une surcharge de travail à 57%, un manque de visibilité de trésorerie à 53% et surtout un manque de visibilité de l'avenir de leur business à 48%. Alors, pour répondre, pour refaire un point, je pense, cette année, c'est une année un peu particulière, vous l'avez tous constaté comme moi. Nous avons invité le professeur Olivier Torres. Bonjour Dr Ngo et bonjour Laure Chancelme. Bienvenue. Bonjour. Nous sommes accompagnés également de Laure Chancelme de l'Observatoire Amaroc. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Laure. Oui, rapidement, Olivier Torres, professeur à l'Université de Montpellier et fondateur de l'Observatoire Amaroc, qui s'intéresse depuis 10 ans à la santé des chefs d'entreprise. Le premier observatoire d'ailleurs, professeur. Oui, de toute façon, il n'y en a pas d'autres. Voilà, bonjour, moi je suis Laure Chancelme, je suis psychologue du travail et je suis donc spécialisée sur cette population des chefs d'entreprise et sur la prévention du burn-out pour cette population. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on va passer une bonne heure avec vous. Oui. N'hésitez pas, vous avez sur votre droite des questions, donc posez toutes les questions que vous souhaitez. Ne restez pas sur le chat afin de pouvoir aussi vous apporter des réponses. Tout au long de notre échange, vous allez avoir droit aussi à quelques sondages. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les items qui vous conviennent afin de pouvoir aussi faire un état des lieux de vos souhaits et surtout de votre état d'esprit. Professeur Torres, en quoi la santé de nos dirigeants est-elle importante, surtout pour nos TPE et PME? Très bien. Alors, en quoi c'est important? Alors, j'ai une série de slides. Je ne sais pas si on peut la projeter. Enfin, si je sais qu'on va la projeter. Voilà, merci. D'abord, merci, Dr Ngo. Et merci au SIAMT de nous donner la parole. Je vois qu'il y a du monde à cette conférence, et tant mieux. Et c'est très important à mes yeux de bien respecter le timing. Donc, c'est prévu à 12 heures. On dépassera peut-être de 3, 4, 5 minutes, mais pas plus. En tout cas, pour moi, c'est mon hygiène de vie, surtout avec les dirigeants, dont le temps et les managers, le temps est précieux. Alors, ben oui, vous me dites les PME, TPE, mais prenons 2 exemples célèbres. Christophe de Margerie, Total, quand il est décédé, hélas, à minuit, à Moscou, d'un accident d'avion, 48 heures après, il était remplacé. Deuxième exemple, Édouard Michelin, en 2006, il meurt dans le cadre d'une noyade. L'action Michelin a perdu moins de 1%. À l'inverse, et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans un grand groupe, le premier est étonnamment relativement remplaçable. Too big to fail, disent les Américains. Par contre, dans une PME-TPE, ben, ce n'est pas du tout la même chose. Et je dirais que dans une PME-TPE, votre santé, vous qui nous écoutez, notamment les dirigeants patrimoniaux, eh bien, votre santé, c'est le premier capital immatériel de votre entreprise. Et lorsque l'un d'entre vous a un ennui de santé énorme, ben, ça peut être même un risque de dépôt de bilan. Est-ce que, alors justement, cette année qui est une année de pandémie, de crise sanitaire majeure, où en sont nos dirigeants en ce temps de crise? En matière de santé et de santé au travail, notamment. Oui, tout à fait. Eh bien, alors nous avons réalisé une enquête dans le cadre de cette crise. Alors, je ne vais pas y revenir, une crise totale. Et moi, je ne vais pas participer au concert de tous celles et ceux qui critiquent l'État. L'État a pris, en juillet dernier, il y avait déjà 62 ordonnances. Donc, on n'a jamais eu autant d'ordonnances de l'histoire de la Ve République. Et je pense même de l'histoire de France, de toutes nos républiques réunies. Mais je voudrais devant vous saluer le rôle des chambres consulaires, les CCI, les CMA, les chambres d'agriculture, ne les oublions pas, les agriculteurs, les services de santé au travail qui se mobilisent, c'est le cas avec le SIAMT,
Et puis, je dirais, les réseaux patronaux, hein. Vous savez, le MEDEF, la CPME, l'UDP, la FFB, la CAPEB, tous ces réseaux patronaux sont vraiment très actifs et n'hésitez pas, si vous avez certaines questions, à les solliciter. Mais à la fin des fins, c'est quand même l'entrepreneur qui prend la décision ultime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette crise? On a fait une vaste étude sur 1925 chefs d'entreprise pendant la période du confinement. Et je vais vous livrer les principaux résultats, ce qui répond d'ailleurs à votre question, docteur. D'abord, regardez notamment la colonne orangée. Ce sont les chiffres que nous collectons depuis plus de 10 ans sur le burn-out. Et là, le chiffre cerclé de rouge est le plus élevé qu'on ait jamais mesuré. Ce qui veut dire que dans le contexte actuel, oui, la santé des chefs d'entreprise, elle est soumise à rude épreuve. Je vais même rajouter un point, quand on regarde dans le détail, eh bien, on s'est rendu compte, regardez le schéma, que le risque de burn-out s'est même transmuté. Et regardez là, sur votre gauche, il y a une grande flèche. En bas, ce sont les deux critères d'impuissance et d'être coincé. Et d'ailleurs, on le comprend très bien, pendant le confinement, ce qui vous inquiète le plus, ce n'est pas le fait d'attraper la maladie. On vous a interrogé sur ça. Ce qui vous préoccupe le plus, c'est le confinement, c'est le fait d'être empêché. C'est, je dirais, pour la première fois, c'est un résultat inédit, qu'on voit apparaître des sentiments d'impuissance et des sentiments d'être coincé. Et donc là, on voit bien que effectivement, je dirais, la santé, elle est quand même soumise à rude épreuve, docteur Ngo. Très bien. Mais finalement, est-ce qu'il ne serait pas le bon moment pour sonder justement parmi nos auditeurs l'état d'esprit de nos dirigeants, de nos chefs d'entreprise? Oui, eh bien, très bien. Je vais avoir besoin de votre aide précieuse, docteur, et on va faire un petit sondage. Là, vous qui nous écoutez, est-ce que vous pourriez aller donc sur le sondage qui va vous être présenté et me répondre à cette question: comment vous sentez-vous à l'instant où je parle? Et là, la réponse va de 1 à 10. Vous pouvez, dans le contexte actuel, vous sentir très très mal. C'est 1. Mais vous avez aussi le droit, dans le contexte actuel, de vous sentir très très bien, hein. Et dans ce cas-là, vous répondez 10. Et puis, entre le 1 et le 10, vous aurez compris, il y a des tas de degrés. Et je vais d'ailleurs moi-même me prêter à ce jeu et cliquer les réponses qui correspondent, en tout cas la réponse qui correspond à mon état d'esprit. Et alors là, c'est la magie du numérique. Nous avons en temps réel, je dirais, les réponses. Et vous êtes déjà plusieurs dizaines à avoir répondu. Et alors, ce que je constate, et je commente avec vous, eh bien, c'est que quand même le centre de gravité se situe autour de 7, 6, 7, et je dirais même 8, 9, et même certains sont à très bien, hein. Donc, je dirais que, alors, il y en a qui sont à 2, d'autres à 3, personne n'est à 1, pour l'instant, tant mieux. Mais en tout cas, globalement, je dirais que le moral des troupes, des managers, des cadres et des dirigeants qui nous écoutent sont plutôt en bonne forme. Alors, justement, je vais continuer là-dessus. Parce que moi, ça me permet de dire un point. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à quiconque. Je le dis parce que c'est la réalité des chiffres que nous avons mesurés. Cette crise stimule aussi en nous ce que j'appelle, pardonnez-moi pour le terme un peu barbare, un capital salutopreneurial. Ça veut dire quoi, salutopreneurial? Regardez les traits caractéristiques qui vous sont présentés. Il y a l'optimisme, la résilience, l'espoir, la capacité d'adaptation, assumer les conséquences de ses actes, être en cohérence avec ses valeurs. Bon, tout ça, l'auto-efficacité, eh bien, pendant cette crise, à l'exception de l'optimisme, ça a augmenté. Et prenez en photo d'ailleurs ce slide, parce que ces caractéristiques ont une double vertu. Elles sont à la fois très positives pour la santé, d'où le mot saluto, c'est-à-dire salutogène, c'est-à-dire salutaire, mais elles sont également corrélées, nous l'avons montré, et nous le savons,
avec l'esprit entrepreneurial, l'esprit d'innovation, la prise de risque, la proactivité. Et donc, je dirais que augmenter ce capital-là, c'est à la fois bon et pour votre santé et pour vos affaires, pour votre business. Et donc, c'est pour ça que je dis, ce capital entrepreneurial, je l'ai qualifié de décret de la volonté. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et je dirais que c'est ce qui me rend quand même encore optimiste par rapport à la crise que nous vivons, qui est très forte. Mais tant que ces capacités entrepreneuriales sont fortement exacerbées chez vous, je dirais qu'il y a la niaque pour préparer le rebond. Alors, pour ceux qui quand même se sentaient pas bien, je vous invite, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, à prendre contact avec le portail du rebond. L'Observatoire à Maroc fait partie de ce portail, mais vous avez aussi SOS Entrepreneurs, Recréer, 60 000 rebonds, Second Souffle, APESA, qui sont chacune des associations qui œuvrent en faveur des dirigeants qui sont en difficulté. Et pour vous compléter, professeur Torres, nous avons aussi mis en place depuis le mois de mars un numéro 24/7 pour les dirigeants d'entreprise, pour les chefs d'entreprise, ainsi que pour leurs salariés. Donc, n'hésitez pas à toucher, à appeler ce numéro vert qui vous est mis à discrétion. D'accord. Et peut-être que tout à l'heure, quelqu'un de vos services écrira dans le chat ou dans les questions ce numéro vert qui sera à la disposition des gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, je salue votre initiative, hein, docteur, parce que je travaille en collaboration avec pas mal de services santé au travail, de manière associative et partenariale, et je trouve que vous êtes bien en pointe là-dessus. Et tant mieux, hein, parce que moi, quand j'ai créé l'Observatoire à Maroc il y a 10 ans, certains services de santé au travail, je ne les nommerai pas, me disaient, monsieur, c'est très bien ce que vous faites, mais vous n'êtes pas dans nos cases, parce que la loi de Zouaï de 1946, c'est uniquement la santé des salariés. Et oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les dirigeants? C'est très important, très très important. Je rappelle un chiffre parmi 1000, la PME, c'est 10 millions d'emplois au total, en comptant les salariés et travailleurs non salariés. Les grandes entreprises dont on parle tant, et je suis fier pour mon pays d'avoir Michelin ou Total, mais c'est 4,5 millions. Donc les PME, c'est l'essentiel de l'économie française. Alors, je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, faire passer deux idées. D'abord, les grands résultats de l'Observatoire à Maroc, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Être dans une logique de projet, être dans une logique qui va de l'avant, c'est bon pour la santé au travail des individus. Bon. Mais là, pendant la crise, il s'est passé des choses et je voudrais faire passer deux messages. L'un, qui est la vigilance entrepreneuriale, et le deuxième, c'est les stratégies pour faire face au stress. Alors, si vous le permettez, docteur, je vais prendre là la parole un petit instant, sans interruption, pour développer ma pensée sur la vigilance entrepreneuriale. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la vigilance entrepreneuriale? C'est trois choses essentielles. L'information, l'idée, l'opportunité. Et ce qui compte à la fin des fins, c'est l'opportunité. Ce qui fait de vous un homme ou une femme d'entrepreneuriat, que vous soyez salarié, retraité, adolescent, peu importe, hein, l'entrepreneuriat, c'est au-delà du chef d'entreprise. Hein. C'est d'abord s'abreuver d'informations. Un entrepreneur, c'est un homme ou une femme éclairé par l'information. Sans information, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième étape, qui est une étape de la production de l'esprit, c'est comment transformer l'information en idée. Vous savez, Eureka d'Archimède, Euréké, plus exactement. C'est à un moment donné, vous percutez deux ou trois idées qui vont faire germer par la suite cette opportunité. Mais d'abord, l'information doit, je dirais, se colmater pour faire jaillir la lumière. Et puis, à la fin des fins, parce qu'une idée sans lendemain, ça ne sert à rien. Une idée sans mise en œuvre, ça ne sert à rien. Il faut l'opportunité. Et l'opportunité, c'est l'évaluation, la phase d'évaluation. Et regardez ce qui s'est passé pendant la crise. Vous avez été très nombreux, vous êtes toujours très nombreux à chercher énormément d'informations. La preuve, le fait que vous soyez là avec nous, c'est une forme de recherche d'information et de formation. Et c'est très bien. Mais par contre, le passage de l'info à l'idée a été atrophié. Et pire, le passage de l'idée à l'opportunité est encore plus atrophié que ça. Et regardez le code de couleur que j'ai pris. J'ai mis en rouge les activités qui étaient pour la première fois
nous l'avons observé pour la première fois, hein, les activités d'information et d'idéation étaient pathogènes. Par contre, la phase d'évaluation, c'est-à-dire passer son temps à essayer de chercher les opportunités, ça c'est bon pour votre business, mais c'est bon pour votre santé. D'où mes 2 conseils. D'abord, réduisez votre exposition aujourd'hui, mais vraiment, hein, Laure Chancel le dira abondamment, attention, ne restez pas en permanence exposé aux sources médiatiques. Car je n'ai rien contre les médias. Je sais que c'est un pilier comme d'autres de la démocratie. Mais aujourd'hui, force est de constater que quand on écoute les infos, ce n'est que des catastrophes sur catastrophes. Et on n'a pas fini la 2e vague que déjà les médias nous parlent de la 3e. Et tout est sujet à anxiété. Et on s'est rendu compte que pendant cette crise, les entrepreneurs qui passaient leur temps à être sans arrêt à la recherche d'infos, eh bien ça pesait sur leur morale. Par contre, le 2e conseil, puisque c'est la phase de vigilance entrepreneuriale, prenez plus de temps, je vous en prie, pour développer vos opportunités. Alors, comment on fait? Pardonnez-moi d'être très prosaïque. Comment on fait pour développer, passer de l'information à l'idée et de l'idée à l'opportunité? Eh bien, un conseil qui est très précieux, ça vous paraît très bête, très précieux. Quand vous avez des idées, parce que vous êtes des hommes et des femmes d'idées, eh bien, mettez ça par écrit. Notez vos idées par écrit, vraiment. Parce que les paroles s'envolent, mais une idée, même géniale, si vous ne prenez pas la peine de l'écrire, elle va s'envoler aussi. Et ce que je vous dis, je me l'applique. Hein. Là, j'ai ici, moi, mon agenda. J'ai un petit cahier que j'ajoute à mon agenda, que vous voyez, où c'est mon cahier des idées. Et quand j'ai une bonne idée, je la note. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on s'en est rendu compte, et je l'ai dit plusieurs fois au docteur Ngo, c'est que les dirigeants, vous avez tendance à rogner votre sommeil. Vous dormez moins pour travailler plus. Et donc, un homme ou une femme qui rogne son sommeil, qui fait de son sommeil une variable d'ajustement de son travail, c'est quelqu'un qui va être fatigué de manière chronique. Et quand on est fatigué, eh bien, les idées, si on ne les a pas notées par écrit, on les oublie. Et puis, une fois que vous l'avez noté par écrit, eh bien, le lendemain, vous allez, je dirais, passer à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est une vérité biblique, une simplicité de tous les temps. C'est qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi. Quand le docteur Ngo, avec le SIAMT, a pris la décision concertée dans son service de faire plusieurs conférences digitales, eh bien, il s'est forcément posé toutes ces questions-là. Avec qui je vais le faire? Avec quel logiciel? Comment? Qui je vais contacter? Pourquoi? C'est ça, l'entrepreneuriat. Et puis, une fois que vous avez fait la mise en œuvre, vous terminez avec l'évaluation des avantages et des bénéfices. Et là, si j'ai un mot à faire passer, le mot bénéfice, c'est noble. Parce que trop souvent, on péjore le mot profit, le mot bénéfice. Dites-vous toujours que ça vient du latin benefatio, qui veut dire faire le bien. Bénévole, bénévolem, vouloir le bien. Mais faire le bien, c'est encore mieux que le vouloir. Et donc, n'ayez aucune vergogne à faire des bénéfices dans vos entreprises, parce que de vos bénéfices découleront une meilleure condition de travail pour vous, vos salariés, vous pourrez baisser les prix de vos clients, vous payerez davantage d'impôts. Faire des bénéfices, c'est participer à la bonne vie de la cité, fondamentalement. Alors, je termine sur ce point-là. Une opportunité, vous l'aurez compris, c'est une idée avec une mise en œuvre qui conduit à un bénéfice. Et je me permets un dernier point, c'est peut-être est-il temps aujourd'hui de se mettre aussi en posture d'éco-stratégie. C'est-à-dire que faisons de cette malédiction du Covid-19 peut-être une bénédiction pour demain. Nous expérimentons tous, parfois dans la douleur, parfois avec réussite, le travail à distance, le télétravail. Bien évidemment, quand tout va revenir dans l'ordre, on reprendra nos habitudes, mais je pense, j'en suis certain en tout cas au niveau de l'Observatoire Maroc, que demain ne sera plus tout à fait pareil que hier. Et que moi, j'instaurerai, en concertation avec mon équipe, mais c'est déjà fait, un jour, peut-être même 2 jours de télétravail, parce que ça a aussi des vertus. Donc voilà ce que je vous souhaitais dire sur ce point de la vigilance entrepreneuriale, docteur Ngo.
Est-ce que vous avez encore une question? Oui, alors justement, on a vu le catalogue des mauvaises nouvelles, des éléments assez noirs quand même. Oui, Euh, Même si on le dit depuis le début que c'est un annus horribilis, donc il oui. faut l'accepter en tant que tel. Et récemment, on a eu un échange sur la résilience, donc CQFD. Mais quelles seraient les bonnes nouvelles, quelles seraient les bonnes méthodes justement pour qu'on puisse conseiller, apporter nos conseils avisés à nos dirigeants d'entreprise, professeur? Oui, oui, ben, oui, vous avez raison. En fait, quand on est chef d'entreprise ou quand on est un manager, on est soumis à un aléa de plein d'événements, alors positifs, mais aussi négatifs. Ce qu'on avait appelé avec Thomas Lechat les stresseurs. Alors, je vais terminer mon propos sur un point que je voudrais aussi vous transmettre. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Moi, alors, je suis professeur à l'université, mais j'ai le sentiment de continuer mon métier là, en faisant cette conférence. Hein. C'est-à-dire que le savoir ne vaut que s'il est partagé par le plus grand nombre. Alors, je vais vous parler des stratégies pour gérer le stress et les événements auxquels on est confronté, qui sont parfois des événements embarrassants. Et là, je vais m'appuyer sur deux auteurs que sont Lazarus et Folkman. Lazarus est un homme, Folkman est une femme. Ce sont des Américains. Ils ont passé toute leur vie à étudier la façon dont un être humain gère le stress. Et vous le voyez, il y a 14 stratégies différentes. Alors, je chausse mes lunettes. Le coping actif, ça c'est je me fixe une ligne d'action et je m'y tiens. La planification, c'est je fixe des étapes à suivre pour atteindre le but. La réinterprétation positive, ça c'est aussi une façon de gérer le stress. Ma grand-mère disait toujours, à toute chose, malheur est bon. Si on arrive à réinterpréter positivement ce qui nous arrive, on n'est plus dans une posture d'échec, on est dans une orientation du rebond. C'est fondamental. Hein. La distraction. Certaines personnes, quand ils sont pas bien, ils vont se distraire, ils vont au cinéma. Enfin bon, en ce moment c'est compliqué, mais ils vont regarder un film ou ils vont faire autre chose. Hein. La recherche de soutien. Alors instrumental, c'est je vais chercher un avis chez un expert. Émotionnel, c'est je demande l'avis à mes amis, à mon entourage proche. L'expression des sentiments. Il y a des hommes et des femmes, quand ils sont stressés, il faut que la planète entière le sache. Ils expriment, ils éventent, d'ailleurs en anglais, venting. Hein. L'expression des sentiments, c'est le venting. J'exprime mes ressentis. L'autoblâme. Il y a des personnes, quand ils vont mal, mea culpa 3 fois. Enfin, je m'auto-flagelle par image. Hein. L'acceptation, ça c'est très important. L'acceptation, ce n'est pas une résignation. Hein. C'est j'accepte la situation, je l'accueille, peut-être pour mieux la conjurer. L'humour, qui est aussi une forme de gestion du stress, le déni ou le désengagement, c'est une forme de. Il y a des gens, quand ils sont stressés, effectivement, ils se protègent. Et puis, la religion, chez certains, la foi, la prière, on pourrait de manière plus laïque parler de méditation ou de transcendance avec la nature, ça peut faire du bien. Et enfin, je termine, l'utilisation des substances. Vous avez, j'allais dire hélas, et le docteur Ngo ne me contredira pas sur ce point-là, des gens quand ils sont stressés, ils se mettent à fumer davantage, ou peut-être à boire un peu une petite liqueur pour se donner du courage. Ouais, bon. Alors, du coup, docteur Ngo, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que nous pourrions faire partir un sondage pour demander là, à vous qui nous écoutez, quelles sont, et il peut y en avoir plusieurs, les stratégies que vous adoptez lorsque vous êtes stressé. Vous avez sur votre droite la liste. Alors moi-même, je vais répondre aux méthodes que j'emploie. Alors, je regarde. C'est une question à choix multiple, hein, donc Oui, normalement, on ne devrait pas avoir qu'une seule stratégie de coping face au stress pour gérer notre stress. oui, exactement. Alors, je vais soumettre mon vote au vote global. Et alors, je regarde les résultats qui sont un peu en temps réel. Qu'est-ce que je vois? Alors, ce qui tient la corde, pour l'instant, c'est l'acceptation
la réinterprétation positive et la distraction et la planification, je dirais presque à égalité. Eh bien, écoutez, je vous félicite. Pourquoi? Parce que, et je terminerai mon propos là-dessus, et vous voyez que j'ai vraiment bien respecté mon temps, ce qui, à mes yeux, est très important. Voilà, pour nous et puis pour vous qui nous écoutez. D'abord, regardez, et vous pouvez prendre en photo hein, ce slide, parce que moi, après, je ne distribue jamais mes slides, parce que je considère que les slides, ça ne vaut que s'il y a la voix et la parole derrière. Donc, c'est comme une voiture sans moteur. Hein, voilà. Mais celui-là est assez explicite. Voilà les bonnes stratégies. Voilà les bonnes stratégies. Et regardez, ces 4 stratégies fonctionnelles racontent tout un peu la même histoire. Et je dirais une belle histoire. D'abord, face à un événement, ça ne sert à rien de faire la politique de l'autruche. J'accepte, j'accueille, c'est l'existant. Je ne peux pas réagir proprement, intelligemment, efficacement, si je ne fais pas un état des lieux. Ce n'est pas possible. Donc, refuser d'accepter une situation, c'est à un moment donné vivre dans un état parallèle. Non, j'accepte. OK. Mais puis après, je réinterprète positivement ce qui m'arrive. C'est-à-dire que j'essaie de voir les aspects positifs. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, je me fixe une ligne d'action et je m'y tiens. C'est le coping actif. Et même pour atteindre le but, je peux me fixer quelques étapes intermédiaires qui, petit à petit, au fur et à mesure que je les atteins, ça réduit mon état de stress. Eh bien, ces 4 stratégies, elles sont corrélées positivement avec l'efficacité en termes de gestion du stress et la bonne santé. Par contre, les stratégies qu'il faut bannir de votre répertoire, et je vois que vous n'êtes pas trop nombreux à les avoir choisies, c'est bien sûr l'utilisation de substances. Moi, je m'intéresse à la santé, je ne vais pas vous dire, quand vous êtes stressé, achetez un paquet de cigarettes, ou 2 ou 3, ou achetez des litrons d'alcool pour pouvoir affronter la difficulté. Non, certains, hélas, tombent dans ces formes d'addictologie, mais ce n'est pas la bonne façon de faire front et de faire face aux situations difficiles. Et puis, le déni et le désengagement, qui sont très proches, c'est ce que j'appelle la politique de l'autruche. Et puis enfin, mea culpa 3 fois. Pourquoi on dit 3 fois? C'est 3 fois de trop. Ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de revenir et de ruminer la rumination. De ruminer sans cesse, comme un disque rayé, toujours la même mauvaise rengaine. Bannissez ça de vos comportements. Et il y a des techniques pour ça. Et enfin, et je termine, eh bien, les stratégies à variabilité fonctionnelle qui marchent chez certains d'entre vous et puis peut-être moins chez d'autres. Voilà, l'expression des sentiments, vous voyez en fait la foi, chez certains, ça leur procure beaucoup de bien-être, de se mettre à penser, je dirais l'humour aussi, et pour certains, un élément extrêmement important. Eh bien, regardez, c'est presque un élément de fierté pour moi. Il est 11h29, mon temps même. J'ai vraiment respecté mon temps de parole et je suis très heureux maintenant Dr Ngo, de laisser et de céder la parole à Laure Chanselme. C'est parfait. Merci, professeur Torres. Vraiment un réglage de la minuterie de l'horlogerie suisse. Hein. C'est vraiment pile poil. Laure, allez-y, c'est à vous. Je suis là. Donc, je vais juste attendre que vous puissiez me afficher mon... Je vous mets votre présentation. Et ce sera bon. Alors, que je retrouve. Et moi, pendant ce temps, je réponds aux questions qu'on nous a posées. Ben voilà, bonne idée. Un grand merci pour vos questions. Là, je réponds à Pascal Fanton. Allez-y là. Alors, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Donc, le professeur Torres a
porter son propos sur l'entrepreneur et son entreprise essentiellement, moi, je fais le choix d'aller porter mon propos sur l'individu qui est derrière cette entreprise et derrière cette casquette de chef d'entreprise. Et cet individu, il est bien souvent oublié dans le process, au profit de l'entreprise et du rôle d'entrepreneur. Donc, on va voir ensemble à quel point c'est important de se préoccuper de l'individu qui est derrière tous ces rôles et toutes ces casquettes parce qu'il est vraiment central. Laure, pour compléter, tout à l'heure, le professeur Torres avait fait mention du déficit, de la carence en sommeil. Je pense que c'est quelque chose d'assez commun aux dirigeants, aux managers, aux chefs d'entreprise, parce que je crois qu'on rogne un peu sur ce temps-là pour pouvoir faire quelque chose dans la continuité de ses activités. Est-ce qu'on a vraiment des chiffres qui relient le manque de sommeil à un problème de santé ou au stress grandissant ou pas? Alors, je n'ai pas des chiffres précis en tête, mais oui, nous, on a montré dans nos études que la qualité du sommeil et la quantité de sommeil avaient quand même un impact sur la santé, sur le risque d'épuisement professionnel et sur d'autres concepts qu'on a pu mesurer. Mais oui, le sommeil, déjà rien que sur l'épuisement professionnel, c'est un garde-fou. C'est ce qui va permettre aux personnes, aux individus de recharger leur batterie d'énergie. C'est pendant le sommeil qu'on recharge nos batteries, alors que le stress nous oblige à aller piocher sans cesse dans ces batteries pour faire face. Donc, si on pioche en permanence mais qu'on recharge pas assez, au bout d'un moment, ces batteries sont vides et c'est là qu'on prend le risque de basculer dans le burn-out. Donc, le sommeil, c'est un capital très important et il est souvent, en effet, vu comme une variable d'ajustement plus que comme quelque chose d'essentiel. Et puis, les soucis professionnels viennent bien souvent perturber le sommeil aussi et ça, c'est indépendant de la volonté des individus. Hein, donc, qu'on soit chef d'entreprise ou pas, d'ailleurs, hein, le sommeil est souvent impacté par les soucis qu'on a au quotidien. Et donc, c'est tout l'enjeu est d'apprendre à comprendre déjà comment on dort, quel dormeur on est, quel rythme biologique on a besoin, et puis de mettre en place des choses pour préserver son sommeil. Mais on va en parler de toute façon. Enfin, j'ai fait j'avais prévu un petit focus sommeil sur la fin. Mais oui, c'est quand même un élément très important pour la santé mentale, physique, émotionnelle, sur tous les plans. Parfait, on y reviendra tout à l'heure. Merci Laure. Allez-y. Tout à fait, avec plaisir. Alors, donc, dans un premier temps, on va regarder quels sont les effets, en fait, de la crise et puis de la réorganisation que cette crise vous demande. Donc, le contexte qu'on vit peut augmenter des problématiques d'anxiété et puis un certain nombre de symptômes. Justement, vous voyez, Dr Ngo, que la première problématique, premier effet possible de cette crise, c'est des problématiques de sommeil, dont l'insomnie. Alors, l'insomnie, pourquoi l'insomnie particulièrement ? Parce que en général, les chefs d'entreprise sont tellement épuisés de leur journée qu'ils s'endorment assez facilement. En général, vous les mettez devant la télé, au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Le problème, c'est dans la nuit. Parce comme on a des micro-réveils pendant le sommeil, si la machine se met en route avec les pensées anxiogènes liées au travail ou à d'autres problématiques, c'est fini, on va être bloqué là-dedans. Et donc, on va se retrouver bien souvent avec des problématiques d'insomnie chez des personnes qui n'en ont pas forcément de manière récurrente en temps normal. On peut avoir aussi donc une problématique au niveau de la gestion des émotions avec notamment l'irritabilité. Parce que comme on est fatigué, comme on est stressé, au bout d'un moment, on peut avoir du mal à gérer ses émotions et on peut se sentir particulièrement irritable dans la situation actuelle. Un sentiment d'indécision qui est très puissant parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On a des nouvelles informations tous les jours, des nouvelles directives régulièrement. Donc, tout ça empêche les chefs d'entreprise de prendre facilement des décisions parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Là, ils naviguent un peu à vue et du coup, ça complique la prise de décision.
Une difficulté de concentration, mais ça peut être aussi mémorisation, ça peut être aussi à prendre des décisions ou à gérer ses priorités. Ça, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'on est stressé, parce qu'on a des problématiques de sommeil. Donc, au niveau du fonctionnement mental, au niveau du fonctionnement mnésique, on peut avoir évidemment des conséquences qui sont celles qu'on peut retrouver dans le stress chronique et qu'on peut retrouver évidemment dans le burn-out également. Et puis, un sentiment de résignation. Voilà, je baisse un peu les bras parce que j'ai plus envie de me battre, ou parce que je pense que ça sert à rien de me battre, ou parce que je pense que la situation va pas s'améliorer. On peut avoir des personnes, voilà, qui ont un sentiment de résignation important. Donc, ce sont des résultats d'une étude sur les effets de la quarantaine, mais qu'on peut tout à fait transposer aux effets du confinement finalement. Les stresseurs actuels, alors, ce sont des stresseurs qu'on peut retrouver habituellement chez les chefs d'entreprise, mais qui en ce moment sont plus puissants. Donc, il y a la peur de l'infection elle-même, mais pour moi, pour les autres, pour mes clients, pour mes salariés, voilà, c'est comment on fait si jamais il y a un de mes salariés qui l'avait, enfin, on se rend compte qu'il l'avait, est-ce qu'il a contaminé ses collègues, est-ce qu'il a contaminé des clients, etc., etc. Ça peut être une peur qui est bien présente, même si c'est pas la numéro 1. Enfin, en tout cas, moi, sur ceux que j'ai au téléphone, c'est pas du tout la peur ou le stresseur numéro 1. C'est plutôt celui qui vient juste après, l'incertitude. Les chefs d'entreprise ont du mal avec l'incertitude. C'est le fait de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir quelle décision prendre. C'est extrêmement compliqué à gérer pour eux. Donc, ce sentiment d'incertitude, il est très présent et il est très problématique en ce moment. La surcharge mentale essentiellement, qui est liée au besoin d'adapter le travail à cette situation. Il faut s'adapter aux nouvelles directives. Il faut mettre en place des choses dans les commerces, dans les magasins ou dans les entreprises. Tout ça, ça demande une réorganisation, ça demande une capacité d'adaptation et ça peut générer du coup une surcharge mentale. Le manque d'informations claires et fiables, donc ça c'est beaucoup dans les réseaux sociaux notamment, ça peut être un facteur de stress important. La solitude aussi, alors la solitude, le fait de ne pas pouvoir voir ses proches en cette période de confinement, mais c'est aussi la solitude dans la fonction. C'est-à-dire, moi j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui se sentent seuls face à ce qui se passe. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'impression d'être compris par les institutions, pas forcément l'impression d'être compris par leurs salariés. Et ça peut être très compliqué, on peut se sentir facilement seul dans sa fonction de chef d'entreprise, encore plus dans cette période actuelle. Et puis le sentiment de frustration parce que on peut pas agir comme on aurait envie d'agir. On sait ce qui est bon pour notre entreprise, mais on peut pas faire ça. On peut pas faire les choses comme on veut. Donc ça peut être extrêmement frustrant. Je vais faire un deuxième focus, cette fois-ci sur les émotions. Parce que c'est quelque chose d'assez important. Beaucoup d'individus ont tendance à mettre leurs émotions un peu dans un coin et à pas trop essayer de les gérer. Et le danger, c'est que ça ressorte vraiment que ça explose un jour et qu'on n'arrive plus du tout à gérer. Donc, c'est important de normaliser ce que vous ressentez. Voilà, vous avez le droit d'être triste, en colère, angoissé, impuissant. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas être toujours bien. Donc, c'est normal de ressentir des émotions négatives, mais c'est aussi normal, dans cette période et dans ce contexte actuel, de ressentir des moments de joie ou de bonheur. Et ces moments-là, il faut vraiment y accorder de l'attention et de l'importance parce qu'ils sont bons pour notre santé, parce qu'ils viennent préserver notre bonne santé mentale et donc notre santé physique par le même biais. Donc, le rôle des émotions, elles sont là en fait pour nous aider à comprendre comment nous vivons des situations. Si je vous demande, Dr Ngo, comment vous vous sentez et que vous me dites « je me sens mal », ça ne veut rien dire. Derrière, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mal? Est-ce que je me sens en colère? Est-ce que je me sens triste? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que je me sens désespérée? C'est ça qui est important. C'est je me sens mal, oui, mais pourquoi je me sens mal? Quelle est l'émotion qui est derrière cette sensation de mal-être? Ça, c'est identifier, nommer ce que je ressens. C'est important parce que du coup, derrière, ça va nous permettre d'accepter notre émotion. De dire, OK, je me sens en colère. OK, très bien. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Et là, c'est le deuxième point. Je vais aller chercher quelle est la source, quelle est la situation qui est venue déclencher cette émotion chez moi. Parce que si j'arrive à identifier la source, ça veut dire que derrière, je vais peut-être pouvoir agir sur la source pour me sentir mieux. Donc, identifier, savoir, OK, je me sens mal, mais pourquoi je me sens mal?
qu'est-ce qui a déclenché ça? Pourquoi je me sens en colère? Et ensuite, pourquoi cette situation-là, chez moi, elle déclenche de la colère et chez quelqu'un d'autre, elle n'en déclenchera pas? Ça veut dire que derrière, j'ai des besoins à satisfaire. J'ai quelque chose chez moi qui s'est activé dans cette situation pour que je ressente de la colère. Donc là, c'est de faire un peu d'introspection et d'essayer de comprendre pourquoi cette situation-là, précisément, elle me met en colère, pourquoi elle me rend triste. Et ensuite, je vais pouvoir identifier des comportements qui vont être adaptés à la situation et que je vais pouvoir utiliser soit pour gérer mes émotions, réguler mes émotions, soit pour aller agir directement sur la situation pour qu'elle me mette point en souffrance. Et là, les stratégies de coping dont vous a parlé le professeur Torres sont parfaitement adaptées pour gérer ce genre de situation. Et donc, troisième focus qui sera le plus important et le but un petit peu de mon propos, c'est comment vous aider à prendre soin de vous pendant cette crise. Donc déjà, ayez bien à l'esprit que vous êtes le premier capital immatériel de votre entreprise. Si vous n'êtes pas là, en tant qu'individu, bien souvent, on n'a pas d'entreprise, on n'a plus d'entreprise derrière. Voilà, et plus la taille est petite et plus c'est vrai. Donc, c'est très important et ça marche aussi pour les managers avec leurs équipes. Si vous n'êtes pas là, qui va manager vos équipes alors qu'ils vous connaissent tellement bien? Ça sera quelqu'un qui va vous remplacer et qui n'aura pas forcément le même mode de management que vous et peut-être que ça se passera pas bien. Donc, c'est exactement le même principe pour les managers. Dans tous les cas, vous avez un rôle essentiel et si vous ne prenez pas soin de vous, vous prenez le risque à un moment donné de faillir dans ce rôle et que ça ait des conséquences énormes sur vos équipes ou sur vos entreprises. Donc, acceptez l'idée que vous êtes une priorité. Voilà. Parce que c'est souvent oublié. Moi, tous les chefs d'entreprise que j'ai au téléphone sont des personnes qui se sont oubliées depuis des années en tant que personne. Parfois, ils ne savent même plus quelle est leur identité parce que leur identité personnelle a fusionné avec celle de l'entreprise. Et ça peut vraiment être problématique à partir du moment où la situation de l'entreprise commence à se dégrader ou s'il y a des problématiques dans l'entreprise. Donc, vraiment, reprenez votre identité personnelle en main et prenez soin de vous. Faites-vous un peu passer en priorité par moment et ça viendra servir votre entreprise. Ça ne sera jamais une perte de temps. Donc déjà, premier point, développer son sens de la cohérence. Le sens de la cohérence, c'est lié au concept de salutogénèse. Ce sont des facteurs qui génèrent de la bonne santé ou qui permettent de se maintenir en bonne santé. Donc, pour avoir un sens de la cohérence fort, ça implique 3 choses. Premièrement, comprendre les événements que je vis en ce moment. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec. Ça veut dire que je les comprends. Ensuite, avoir un sentiment de maîtrise sur certains aspects de ces événements. Alors, je ne vais pas pouvoir tout maîtriser. On ne peut jamais tout maîtriser. Mais essayez d'identifier quels sont les éléments sur lesquels vous pouvez reprendre un peu de maîtrise. Et enfin, réussir à donner un sens à ce qui se passe. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec, ça veut dire juste que je donne un sens à ce qui se passe. Et la réinterprétation positive comme stratégie peut vous aider pour ça plus facilement. Ensuite, percevoir l'utilité de vos actions actuelles pour vous-même et pour les autres. Le sentiment d'utilité, c'est quelque chose qui est très puissant et qui vient renforcer l'estime de soi. Vous êtes utile avec vos entreprises, vous êtes utile dans votre quotidien, vous êtes utile dans votre relation avec vos salariés, vous êtes utile dans ce que vous faites. Alors, envoyez-vous des fleurs un petit peu de temps en temps et venez renforcer votre propre sentiment d'utilité parce que c'est bon pour vous. Voilà, même dans la situation actuelle, même avec des entreprises à l'arrêt, ne perdez jamais de vue l'utilité de votre entreprise et l'utilité de votre rôle de chef d'entreprise pour la société et pour vos salariés et pour votre entreprise. Et si vous avez besoin de mettre en place des actions solidaires pour renforcer ce sentiment d'utilité, faites-le. Et au contraire, ça sera encore plus positif. Ensuite, prenez le temps de réfléchir à de nouvelles idées ou stratégies pour relancer votre activité. Donc là, je vous renvoie à ce que vous a dit le professeur Torres juste avant, puisqu'on était en plein dans cette thématique-là. Alors, ce point-là, il est très important. S'il vous plaît, limitez votre exposition aux médias et aux sources d'informations négatives permanentes. On squeeze BFM TV, s'il vous plaît. On ne regarde pas BFM TV. On n'écoute pas Radio France Info. C'est de l'information négative en boucle. Ça vous maintient dans un brouillard négatif et c'est absolument contre-productif puisque vous avez exactement les mêmes infos à chaque fois. Donc, choisissez. Moi, je vous donne mon exemple personnel.
Je regarde le 12h45, le 19h45 sur M6, ça dure 1 quart d'heure, 20 minutes. J'ai l'essentiel de l'information, ça finit sur des notes positives. Et puis derrière, pourquoi pas regarder scène de ménage pour quelques parties de rigolade. Voilà, et au niveau de la radio, je sais qu'il y a aussi de bonnes radios. Laure, moi j'écoute Oui. Rire et Chanson. D'accord, voilà. Voilà. Rire et Chanson. Et Pascal Fanton nous a posé une question, lui, c'est radio classique, mais moi aussi je l'écoute de temps en temps. Très voilà. bien. C'est plus calme. Voilà, tout à fait. Non, mais les radios de musique et les radios comme Rire et Chanson, c'est super parce que du coup, ça permet vraiment de décompresser en rigolant ou en chantant ou tout simplement en se concentrant sur des musiques qui sont tellement apaisantes. Donc voilà, choisissez plutôt ce type de radio-là et on squeeze BFM TV et Radio France Info, s'il vous plaît. Gardez le contact avec vos proches, y compris quand la situation sera revenue un peu à la normale. Maintenez le contact avec vos proches, c'est tellement important. Le sentiment de solitude est quelque chose de terrible sur un plan de santé. Prenez du temps avec vous-même. Donc, mettez en place un petit sas de décompression. Quand vous quittez le travail et que vous arrivez à la maison, avant de vous consacrer à votre famille, mettez en place un petit sas de décompression d'un petit quart d'heure. Ça marche aussi si vous travaillez à la maison. C'est quand vous quittez votre bureau et que vous passez au salon, par exemple, pour passer du temps avec votre famille, juste avant, mettez en place un petit sas de décompression d'un quart d'heure. C'est comme si vous mettiez une bulle autour de vous et vous faites quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien. Écouter de la musique, lire un livre, quelques chapitres d'un livre, regarder un épisode d'une série télé. Ça peut être aussi d'aller un peu dans son jardin ou d'aller faire une petite balade d'un quart d'heure. Voilà. Peu importe, mais ça vous permettra de vous recentrer sur vous, d'évacuer la pression et de pouvoir ensuite être pleinement présent pour votre famille. Si vous ne faites pas ça, vous prenez le risque d'être là physiquement, mais d'être encore dans les problématiques de travail ou encore au travail mentalement. Et ça, votre famille le ressentira. Donc, il vaut mieux prendre ce petit quart d'heure pour soi, organiser ça avec la famille et puis prendre le relais du conjoint aussi de temps en temps pour qu'il puisse faire la même chose, évidemment. Et puis, si jamais vous ne pouvez pas faire ça tout seul parce que vous êtes, par exemple, parent célibataire, dans ce cas-là, faites-le avec vos enfants, mais que ça ne soit pas une obligation familiale. Donc, ça peut être d'aller se balader, de faire une séance de méditation avec ses enfants ou de faire une partie de jeu de société, par exemple. Voilà, donc ça, c'est très important. Entretenez la positivité. Là, pareil, j'ai un petit conseil à vous donner. Le soir, avant de vous coucher, vous prenez un petit cahier et vous notez au minimum, je dis bien au minimum, 5 choses positives qui se sont passées dans votre journée. Mais ça peut être des choses infimes. À partir du moment où ça vous a généré une émotion positive. Par exemple, ce matin, j'ai ouvert mes volets, il y avait un grand soleil, et ben ça m'a fait ressentir de la joie sur le moment. Et bien ce soir, je le note dans mon cahier. Voilà, c'est des choses toutes petites comme ça, c'est pas grave. Mais au minimum 5 et après autant que vous voulez. Et l'avantage, c'est que vous allez vous endormir avec des souvenirs positifs dans la tête et des émotions positives. Et donc, l'impact sur le sommeil est complètement différent. Et puis, au bout de 3 semaines, 1 mois, vous pouvez regarder à nouveau votre cahier et voir que finalement, pendant cette période compliquée, il s'est passé tout un tas de choses très positives pour vous. Et donc, ça fait du bien au moral. Donc, développer l'entraide solidaire, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous en ressentez l'envie, ça renforce le sentiment d'utilité. Continuez d'organiser votre temps, de modérer vos priorités. C'est parfois difficile quand on commence à être fatigué. Donc, si on n'y arrive pas, il y a des coachs professionnels, il y a des cabinets de stratégie qui peuvent vous aider sur ce plan-là pour être mieux organisé et mieux apprendre à gérer ses priorités parce qu'on n'a pas forcément la science infuse et c'est pas forcément facile. Ne vous focalisez pas sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Si vous faites ça, c'est comme si vous prenez votre énergie et votre temps, vous en faites une boule comme avec du papier et vous mettez directement à la poubelle. C'est exactement la même chose, c'est absolument contre-productif. Donc, allez un peu contre le fonctionnement automatique de votre cerveau et faites la démarche de vous focaliser votre énergie et votre attention sur ce que vous pouvez maîtriser et sur ce qui est positif. Et là, vous allez être efficace, et là, vous allez être productif, et là, vous allez obtenir des résultats. D'accord? Ça, c'est très important. Naturellement, notre cerveau va nous faire tout l'inverse. C'est à nous de dire non, là, ça ne sert à rien que je passe du temps là-dessus, je ne peux rien faire, je perds mon temps. Donc, qu'est-ce que je peux maîtriser? Qu'est-ce que je peux trouver pour agir et mettre mon énergie et mon temps à bon escient? Ensuite, privilégiez des activités qui vous apportent bien-être et détente. On verra après avec le sondage qu'est-ce que vous faites déjà.
Utilisez des techniques qui vous aident à gérer votre stress et vos émotions. Je vais vous en donner plusieurs. Conservez une bonne hygiène de vie, donc alimentation, sommeil, activité physique. On sait que ça renforce aussi l'immunité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir agir sur ce point-là parce que vous renforcez naturellement votre immunité et votre bonne santé. Donc, docteur, je fais appel à vous pour ce troisième et dernier sondage. Voilà. Il est sur votre côté droit, donc normalement, oui. il est là. Je le vois affiché, tout à fait. Alors, en attendant que tout le monde vote, je vous invite à voter. Retient, c'est surtout éviter de regarder en boucle des informations, quel que soit le nom de la chaîne, quel que soit le nom de la radio. Ça n'a aucune importance et c'est surtout le côté répétitif et surtout récurrent des informations, surtout des informations négatives, des informations sur la violence, des informations sur le nombre de morts. Exactement, voilà. Malades, etc., etc. Tout à fait. C'est pas, on ne fait pas on s'abstient de faire de la promotion pour des noms et surtout pour les chaînes ou pour des radios versus d'autres. Voilà. Non, ça c'était juste des exemples personnels. Exactement. Tout à fait. Mais c'est plus pour illustrer parce que bon, c'est toujours intéressant de pouvoir illustrer. Mais oui, alors, oui, bien sûr. Nous en sommes donc côté sondage. Alors, arrive en tête activité physique ou sportive, 17%. Regarder des films et séries, 16% quand même. Je crois que vous n'avez pas assisté à notre échange sur la sédentarité et les activités physiques. Jardiner, bricoler, cuisiner, 14%. Et on a lire et écouter de la musique qui est premier. 22%. Ah ouais, super. On va attendre encore quelques secondes. Alors, autre, 4%. Je ne pratique aucune activité. Ok. 0%. Et ça, c'est bien, super. Bravo. Ça, c'est super. Ouais, vous pouvez bravo. féliciter, c'est très, très bien. Et ceux qui ont répondu autres pourraient peut-être nous dire sur le chat ou les questions ce qu'ils font. Oui, c'est une super idée. Ouais, ça peut donner des idées. Super. Bon, je pense qu'on peut clore le sondage. Ça a l'air d'être stabilisé. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre participation, en tout cas. Alors, toutes ces activités sont parfaites. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Ce qui compte, c'est que ça vous permette vraiment d'évacuer la pression, de vous détendre et surtout de le faire en pleine conscience. C'est-à-dire d'être vraiment concentré sur ce que vous faites et de ne pas faire ces activités en étant dans vos pensées. Parce que sinon, c'est complètement contre-productif là aussi. Donc, vraiment, soyez concentrés. Et c'est vrai qu'il y a des activités qui permettent plus facilement de faire ça que d'autres, comme le sport, par exemple, ou le bricolage, le jardinage, où on est vraiment obligé d'être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Alors, quelques conseils sur le sommeil. Voilà, on y vient, docteur. Alors, déjà, se coucher, se lever à des heures régulières. Notre cerveau aime la régularité. Donc, c'est vraiment important. Si possible, avant 23 heures, mais on sait qu'on a des couches tard. Donc, après, on a nos rythmes physiologiques. Donc, c'est aussi important de respecter nos rythmes physiologiques. Alors, la sieste, c'est un super outil. Donc, il ne faut pas hésiter à faire la sieste quand vous vous sentez un peu somnolent dans la journée. C'est vraiment important. Éviter l'alcool, le café, et le chocolat. Donc, le chocolat, je précise que c'est parce qu'il y a de la caféine dedans et on ne le sait pas forcément. Donc, si vous dormez pas très bien et que vous consommez du chocolat tous les soirs, par exemple, peut-être retirez-le en tout cas de ce moment-là de la journée, mettez-le plutôt après le repas du midi et peut-être il y aura déjà une amélioration. Manger léger, mettre en place des systèmes de relaxation et de détente. L'activité physique, bien sûr, va aider, mais à condition de la faire au minimum 3 heures avant de se coucher, parce que sinon, on va tout réactiver et on mettra plus de temps à se rendormir ensuite. Le rituel du sommeil, comme les enfants. Les enfants, c'est on se brosse les dents, on se met en pyjama, on se met au lit, on lit une histoire, le bisou, dodo. Et vous faites ça tous les jours. Et si vous perturbez leur rituel, ils vont mal dormir. Eh bien, les adultes, c'est pareil. Si on met en place un rituel, on va arriver beaucoup plus facilement à s'endormir que si on n'en met pas. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être de regarder une série, ça peut être de faire d'autres choses. Voilà, ce qui compte, c'est que ça soit tous les soirs et comme ça, votre cerveau est conditionné.
Et le lieu du sommeil, c'est le lit. Le lit, c'est pour dormir, c'est pour l'activité conjugale, à la rigueur pour lire, mais on ne travaille pas dans son lit, on ne regarde pas la télé dans son lit, on ne joue pas à des jeux sur son téléphone dans son lit. Voilà. Ça, c'est important aussi. Et puis voilà, mettez-vous direct en pyjama, comme ça aussi, vous n'avez plus qu'à aller vous coucher si vous sentez que vous somnolez. Ciel, j'ai tout faux. Ben voilà, maintenant vous savez comment faire. Alors, la santé physique. Aujourd'hui, les salles de sport sont encore fermées. Donc, si vous voulez faire un petit peu de sport, vous avez aussi tous les coachings en ligne. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se fait. Hein. Ça peut permettre aussi de lutter contre la sédentarité, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur. Au niveau des pratiques, méditation, sophrologie, cohérence cardiaque, on vous fera passer la liste des applications, comme ça vous aurez du choix. Il y a aussi l'hypnose qui peut fonctionner, le yoga. Après, ce qui compte, c'est de trouver, encore une fois, ce qui vous convient. Moi, je vous donne des boîtes à outils et après, vous choisissez. Alors, je vais vous demander, docteur, de lancer cette petite vidéo de la cohérence cardiaque, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, pendant que la vidéo va tourner, je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc, elle devrait se lancer, ça prend un petit peu de temps. C'est normal. Donc, on vous fera passer le lien aussi de cette vidéo. Voilà, donc l'idée, c'est d'être en position assise ou couchée, mais détendue. On va inspirer pendant que la bulle monte et on va expirer pendant que la bulle descend. Donc, vous allez voir sur votre écran. Alors, ça sera peut-être un peu ralenti. C'est très fluide, normalement. Donc, on est à 6 cycles respiratoires par minute. Donc, autant vous dire qu'on ralentit considérablement sa respiration et par le même biais, on va ralentir son rythme cardiaque. La cohérence cardiaque est un outil pour qui protège très bien tout le système cardiaque. Justement en partie grâce à ce ralentissement. Donc ça peut être difficile au début, mais si on s'entraîne, ça devient plus facile. Donc l'idée, c'est de faire ça 3 fois par jour, pendant 5 minutes, parce que ça dure 5 minutes. 3 fois par jour. Moi, je vous conseille le matin au réveil, le midi après le repas, ce qui va vous permettre de faire une micro-sieste beaucoup plus facilement, et le soir avant de vous coucher, juste après avoir noté vos idées positives. Donc, c'est assez facile à caler dans l'agenda d'un chef d'entreprise. Et au bout de 3 semaines, un mois, vous aurez déjà des résultats sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan du sommeil aussi, et sur le plan de l'immunité. Il y a eu des études qui ont montré aussi l'impact de la cohérence cardiaque sur l'immunité. Donc, c'est facile à mettre en place. La seule nécessité, c'est de le faire 3 fois par jour pendant 5 minutes, tous les jours. Voilà. Et là, on aura des bons résultats. Je vous demande de clôturer la vidéo, s'il vous plaît, docteur, pour juste terminer avec la dernière diapo. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un outil super facile à utiliser, super pratique et vraiment, ça peut vous aider au quotidien, y compris dans la gestion des émotions. Voilà, c'est très important parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, on a du mal à gérer ses émotions en général. Voilà, donc du coup, ça permet, voilà, quand vous avez une montée d'émotions que vous n'arrivez pas à gérer, de la colère, par exemple, vous vous isolez pendant 5 minutes et vous faites 5 minutes de cohérence cardiaque et vous allez voir que tout va redescendre et que vous allez pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus claire. Et puis, pour terminer, donc, quelques livres, on vous donnera là aussi les références, notamment les 2 qui sont sur les côtés, qui sont des cahiers d'exercice, un peu comme les cahiers de vacances pour les enfants. Ça permet de s'exercer, de trouver des nouvelles techniques et d'identifier celles qui nous conviennent le mieux. Et c'est un très bon sas de décompression. J'arrive à la maison, je prends mon petit cahier d'exercice, je fais 3-4 pages et ensuite, je peux me consacrer à ma famille. Et du coup, on va apprendre au passage des techniques sympas. Et celui qui est tout en haut, qui s'appelle « Se libérer des pensées parasites », qui est en fait un livre qui permet de comprendre pourquoi on a toutes ces pensées qui tournent dans la tête, pourquoi on a ce vélo dans la tête quand on commence à être épuisé, à être très stressé, à avoir beaucoup de problèmes, et surtout comment on peut s'en débarrasser. Voilà, donc il y a des petits exercices, il y a plein d'outils, plein d'explications, et c'est des petits bouquins qui sont faciles à vivre. Et il y en aura un dans la liste aussi sur le sommeil, voilà, pour vous aider pour le sommeil. Et j'ai terminé, donc moi aussi, parfaitement dans les temps. Merci Laure, merci professeur Torres. Merci à tous. Une première question.
Une première question, est-ce qu'il y a une gestion du stress différente entre un homme et une femme? Je fais des réponses très courtes parce qu'on est presque vers la fin. Ce qu'on a pu observer, c'est que, par exemple, l'expression des sentiments est de manière significative plus utilisée chez les femmes que chez les hommes. Mais sinon, le caractère fonctionnel ou dysfonctionnel n'est pas assujetti au genre. Voilà ma réponse. D'accord, parce que Céline nous a fait la remarque qu'il y a beaucoup de participantes à notre échange d'aujourd'hui. Alors, elle cherchait à savoir si c'est un truc anodin ou si c'est autre chose. Alors, oui, j'ai vu. En général, ouais. Laure? Non, j'allais dire, en général, les femmes sont plus à l'écoute de leurs ressentis et parlent beaucoup plus facilement aussi. Donc, elles vont peut-être plus facilement se poser ce genre de questions et participer du coup à ce genre de sujet, de webinaire. Et après, par contre, les femmes, souvent, elles ont une double pression qui est celle de la famille aussi, de la gestion du foyer. Donc, ça peut être un stress complémentaire et supplémentaire qu'elles peuvent avoir au quotidien. Oui. Mais globalement, quand même, qu'on soit un homme chef d'entreprise ou une femme chef d'entreprise, je le dis tout le temps, le statut écrase le genre. C'est-à-dire que cette phrase, je n'ai pas le temps d'être malade, je l'ai entendue autant chez les hommes que chez les femmes chefs d'entreprise. Oui. Lorsque tout à l'heure, on a fait le sondage justement sur la pratique pour la gestion du stress, dans la réponse autre, donc je vais vous donner, c'est le théâtre, oui. Accepter de s'ennuyer. Oui, oui. Ah oui, voilà. Oui. Le cocooning, et voilà, ne rien faire, c'est pas mal non plus. Prier. Ouais. Et la promenade. La promenade. Ouais. Contact avec la nature. Oui. Oui, c'est ça. C'est très ressourçant. Très ressourçant. Les relations amoureuses. Oui. Et oui, on a tendance à parler. C'est le cinquième élément de gestion. Oui. Oui, on m'a déjà fait la réflexion par rapport à ça, mais oui, bien sûr, bien évidemment. Et Marie nous suggère de tenir un cahier de la psychologie positive. Oui. Je lui ai répondu. Oui. D'ailleurs, Laure a terminé avec des pensées positives. Oui, il y en a un sur la psychologie positive, la pensée positive, mais c'est des concepts de psychologie positive. Ouais. Tout à fait, un des deux cahiers d'exercice là. Voilà. Vous savez, des fois on emploie des grands mots, mais n'importe qui peut comprendre un livre un peu digeste sur la psychologie positive. Et il y a aussi une autre branche qui m'intéresse fortement, notamment en entrepreneuriat, c'est la psychologie existentielle. C'est-à-dire l'importance de donner du sens à ce que l'on fait dans la vie et d'être souvent à se poser des questions sur le sens de sa propre vie. C'est plutôt sain et c'est plutôt salutogène. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois que vous avez répondu à pas mal de questions. Oui, j'ai passé mon temps. J'ai presque pas écouté ce que disait Laure. Elle ne m'en voudra pas. Non, en fait, j'avais une oreille pour Laure et une autre oreille pour répondre aux questions. Et moi, franchement, je vous remercie des questions que vous nous posez. Parce qu'on est dans une interaction. Donc, voilà, il y a M. Fanton qui a fait des remarques, etc. Oui, c'est très bien. Merci, en tout cas. Merci. Alors, il y a une autre demande de Soufaina, justement, sur les chiffres de notre cellule d'écoute 24/7. On a un partenaire qui s'appelle CRISUP, avec lequel on a mis en place depuis le mois de mars cette ligne d'écoute dédiée aux chefs d'entreprise, aux dirigeants d'entreprise et à leurs salariés. Jusqu'à maintenant, on a totalisé plus de 105 heures d'accompagnement pour 106 interventions. D'accord. On a identifié 23% de problématiques d'ordre personnel, 23% d'ordre personnel, 48,5% de problématiques professionnelles, et le reste, c'est un mix des deux. Oui, c'est souvent un mix des deux, quand même. Voilà. Docteur, vous connaissez ma rectitude sur le temps. Je ne voudrais pas que petit à petit, on ait des gens qui soient en train de partir. Moi, j'ai horreur de ces webinaires où les gens, après, ils bavassent. Donc, je considère que nous avons respecté le temps
et c'est la meilleure façon de respecter les gens qui nous écoutent. Eh bien, c'est parfait. Il ne nous voilà. reste plus. Alors, en attendant de vous remercier, je souhaiterais juste faire passer 2 sondages. J'ai besoin de vous pour savoir, pour le feedback, bien sûr, et puis surtout sur la partie à venir. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme sujet? Alors, sondage. Ah ben, les résultats sont pour l'instant plutôt satisfaisants. Voilà. Ah oui. Ça devient un peu poutinien, professeur Torres et Laure. En fait, c'est le réseau des Amarocains peut-être qui est. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà. Alors, ben, en tout cas, franchement, merci pour vos retours de satisfaction parce que ça fait plaisir aussi pour les intervenants. Hein. Donc voilà, moi je vous remercie. Ben, écoutez, un grand merci à vous deux, encore une fois. Merci d'avoir été nos partenaires, hein, comme on l'a souhaité depuis quelques années déjà. Merci à nos auditeurs d'avoir été présents, d'avoir posé plein de questions, vous nous aider à avancer. Le SIAMT ne s'est pas fait en un jour, on s'améliore de jour en jour, on vous le promet. Même si vous le savez très bien qu'il faut se garder une petite marge de manœuvre, une marge de progrès, eh bien, nous y attachons et un grand merci à l'ensemble de nos équipes aussi qui nous ont bien aidés dans la réalisation de ces échanges. Eh bien, très bien. Dr Ngo, merci. Et puis, je crois qu'on se reverra peut-être pour un autre événement ensemble en janvier ou en février. Exactement. Ce sera un grand plaisir. Et puis, j'ai un outil que j'aimerais vous présenter. Peut-être qu'on l'expérimentera avec le SIAMT aussi. Voilà. Parfait. Vous savez que vous avez… Au revoir, Laure. Un grand merci. Vous avez accès aussi au replay pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui le souhaitent n'ont qu'à s'inscrire pour pouvoir récupérer le replay. À très vite. Ça marche. Au revoir et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bonne fête à vous tous. À bientôt. Au revoir. Bonne fête.